Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons discuter d'un des piliers des progrès et de la performance en trail et en course à pied, l'alimentation au quotidien. Si nous sommes nombreux à savoir que l'alimentation durant une épreuve, par exemple de trail ou d'ultra trail, est cruciale pour la réussite, l'alimentation au quotidien est parfois moins scrupuleusement regardée. Des travaux dont je vais vous parler ont d'ailleurs montré que la plupart des sportifs non élites n'adoptaient pas une alimentation quotidienne optimale. Mais c'est bientôt du passé, car après ce Scientific Day, vous saurez quoi mettre dans votre assiette pour progresser et performer en trail et en course à pied. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui, Vous mangez mal, partie 1. Comme tous les sports, les entraînements en longue et ultra distance demandent beaucoup de ressources. De manière vulgarisée, on dit souvent que les progrès sportifs reposent sur 3 piliers, l'entraînement, la récupération et l'alimentation. Autrement dit, nous pouvons suivre le meilleur plan d'entraînement et avoir les meilleures stratégies de récupération, dont je vous ai parlé déjà dans un épisode et sur lesquels je reviendrai une autre fois. Nous ne progresserons pas si notre alimentation n'est pas optimale. Vous pouvez avoir le meilleur moteur du monde et la meilleure assistance lors de vos arrêts au stand, vous ne performerez pas sans le bon carburant. Internet et les librairies regorgent de différentes publications sur le sujet. Malheureusement, ces dernières sont souvent sans la moindre justification robuste et parfois contradictoire. Dans cette thématique, où tout le monde et parfois n'importe qui y va de sa plume sur comment remplir notre assiette, je vous propose, comme souvent, de replacer les preuves scientifiques au cœur des discussions. Par chance, ces dernières années, la science a considérablement exploré la question de l'alimentation quotidienne optimale quand on pratique un sport d'endurance comme le trail, l'ultra-trail ou la course à pied. Mais est-ce que les sportifs d'endurance mangent réellement mal ? Je trouve particulièrement important d'aborder cette question, et la question de l'alimentation quotidienne quand on pratique un sport d'endurance comme le trail ou la course à pied, car d'après la littérature, la majorité des coureuses et coureurs s'alimentent mal. En effet, plusieurs études se sont intéressées à la qualité des apports nutritionnels habituels, au jour le jour, chez les athlètes et plus particulièrement chez ceux non élites comme vous et moi, qui ne bénéficient pas d'un suivi par un staff. Par exemple, Masson et Lamarche se sont intéressés à l'alimentation quotidienne de 116 athlètes de triathlon d'hiver, de pentathlon des neiges et de triathlon d'été. Ils ont comparé les apports nutritionnels de ces personnes avec les recommandations optimales soulignées dans la littérature scientifique, dont nous parlerons dans quelques instants. Tout d'abord, leur étude a montré que, rapporté au poids corporel, les sportifs et les sportives inclus mangeaient autant. Cependant, beaucoup d'apports nutritionnels chez ces athlètes étaient en dessous des recommandations. Par exemple, ceux en glucides et en protéines étaient souvent sous-optimaux. De manière analogue, en 2016, Williamson montrait que 90% des coureurs de longue et d'ultra distance considèrent la nutrition comme fondamentale pour leur performance. Parallèlement, son étude souligne que la plupart des personnes négligent ou ignorent les recommandations de la littérature scientifique. Blenner, Hassett et Hall faisaient un constat similaire en 2018. Leur étude révélait que les athlètes de longue et d'ultra-distance auraient tendance à préférer les conseils d'autres athlètes à ceux scientifiques formulés par des experts en nutrition. Toutes ces preuves questionnent sur la qualité des apports nutritionnels des sportifs et des sportives de trail, d'ultra-trail et de course à pied ou d'endurance de manière plus générale. En 2019, la Société internationale de nutrition du sport, International Society of Sports Nutrition, a publié un article spécialement sur l'alimentation en trail et en ultra-trail. Cette énorme revue de littérature va nous servir de socle pour 2 raisons. Premièrement, elle réunit des informations disponibles et spécifiques au trail et à l'ultra. Elle prend donc en considération les points communs, mais aussi les différences qui existent entre les besoins quand on pratique un sport d'endurance de manière générale et lorsqu'on pratique du trail ou de l'ultra-trail plus spécifiquement. Deuxièmement, cette organisation et le journal de publication sont consensuels. Cette société savante regroupe les meilleurs chercheurs dans le monde sur la thématique de la nutrition sportive. Le journal où l'article est publié est spécialisé dans le domaine et de haut rang. De plus, je suis également allé chercher ailleurs dans la littérature. Aussi, tout au long de cet épisode, je compléterai les propos de la Société internationale de nutrition sportive avec d'autres études. Je vous précise qu'ici, je n'aborderai pas l'alimentation pendant un entraînement ou pendant une compétition. Vous retrouverez ces informations dans un prochain épisode bientôt disponible. Voyons ensemble comment bien s'alimenter au quotidien quand on fait du trail, de l'ultra ou un sport d'endurance de manière un petit peu plus générale. D'après cet article, la nutrition est une composante essentielle de l'entraînement et influence les adaptations physiologiques à celui-ci. Tout d'abord, des apports en glucides cohérents avec la charge d'entraînement optimisent les adaptations physiologiques.
c'est-à-dire les progrès par différents moyens. On parle de voies cellulaires qui permettent les progrès, mais je rentrerai pas dans ces détails. À l'inverse, des entraînements réguliers, par exemple en état de manque de glycogène, augmentent les hormones de stress circulantes, comme par exemple le cortisol, et provoqueraient des perturbations des mécanismes d'adaptation. Avec ce genre d'apports sous-optimaux, on observerait par exemple des problèmes immunitaires, donc par exemple des sportifs qui sont plus souvent malades que d'autres, et des risques de surentraînement. De plus, une récupération optimale dépend aussi de la satisfaction des besoins quotidiens en protéines chez les athlètes, puisque ces besoins permettent la croissance et le maintien de la masse musculaire. De même, boire correctement est crucial. Des apports hydriques insuffisants au quotidien peuvent limiter la récupération et diminuer les performances aux entraînements suivants. L'objectif de cette revue de littérature de cette société est de fournir un résumé complet et basé sur des évidences scientifiques, des recommandations nutritionnelles optimales à adopter au quotidien pour des coureurs et des coureuses de longue et d'ultra distance. Ce résumé est à destination des entraîneurs, des médecins, du personnel de soutien et des organisateurs de courses, mais surtout des athlètes eux-mêmes. Dans la suite de cet épisode, je vais vous présenter donc leurs conseils en matière de nutrition, de macronutriments et également des apports en eau. Nous parlerons aussi très vaguement des stratégies jouant sur la dose de glucides et des compléments alimentaires. Je vous précise que cette revue de littérature divise les recommandations en fonction de la qualité des études qu'ils ont inclus, notées de A à D. Ici, je ne résumerai que celles provenant des meilleurs niveaux d'évidence, à savoir les études de grade A et B. Les autres sont mises de côté. Alors, commençons par les calories. Les auteurs avancent qu'un des principaux défis nutritionnels que les coureurs et coureuses de longue et d'ultra-distance rencontrent concerne les calories. Il n'est pas si simple d'atteindre des apports cohérents avec les besoins caloriques quotidiens optimisant la récupération et la bonne réalisation des entraînements. Ces besoins nutritionnels sont influencés par différents paramètres, comme le métabolisme de base, c'est-à-dire ce que votre organisme consomme au repos, l'activité quotidienne, c'est-à-dire si vous avez un style de vie plutôt actif ou inactif, et bien sûr l'entraînement. Après un entraînement, les besoins en termes de calories dépendent de la masse corporelle, du niveau de l'athlète, de la distance, de la durée de la séance, de son intensité et des conditions environnementales. Dans l'article associé à cet épisode, qui est disponible sur le site, je vous présente un tableau qui résume des estimations générales des besoins caloriques quotidiens de coureurs et coureuses de longue et d'ultra distance, divisés en fonction du sexe, de la durée des entraînements et de l'allure moyenne des séances hebdomadaires, donc moyennées sur la semaine, ainsi que en fonction des extrêmes classiques de pourcentage corporel de masse grasse. Avec ces estimations, une femme de 50 kg, par exemple, avec 15% de masse grasse, courant en moyenne hebdomadaire 1 heure par jour à en moyenne 8,5 km/h, aurait besoin d'environ 2000 kcal par jour pour maintenir l'équilibre calorique, et approximativement 3423 kcal par jour si sa moyenne hebdomadaire passe à 3 heures d'entraînement par jour à en moyenne 13,5 km/h. Alors dans cet article, ce tableau précise que ces estimations sont générales et ne servent que de premier indicateur. Pour des estimations plus précises, vous pouvez préférer l'utilisation de montres connectées et d'une ceinture cardiaque par exemple. Ce type d'outils permettent de suivre plus précisément vos dépenses caloriques quotidiennes et hebdomadaires à travers votre vie courante et vos entraînements. Donc vous pouvez vous inspirer de ces estimations pour calibrer vos apports en calories. Et pour des estimations encore plus précises, vous pouvez consulter un médecin nutritionniste. De plus, si les entraînements se déroulent sur des terrains difficiles, variables, accidentés, dans des conditions de température extrêmes ou en altitude par exemple, les besoins caloriques et ceux en glucides augmenteront considérablement. Enfin, lorsque les apports caloriques ne peuvent être atteints, par exemple les jours d'entraînement intensif où on a 2 entraînements, 3 entraînements, une sortie longue, un apport énergétique supérieur aux calories habituelles sera justifié les jours de repos. Une fois que nous avons une estimation de nos besoins en termes de calories, nous pouvons nous demander comment répartir ces apports caloriques entre les différents macronutriments consommables, donc les glucides, les lipides et les protéines. D'après la littérature, pour des coureurs et coureuses en longue et ultra distance, s'entraînant régulièrement en endurance, les glucides devraient représenter environ 60% des apports énergétiques totaux. Les protéines devraient représenter environ 15% de ces derniers et les lipides 25%. Voyons plus précisément ces recommandations. Pour un coureur ou une coureuse s'entraînant régulièrement de manière intensive, donc par exemple en moyenne 2 à 3 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine, les apports optimaux en glucides se trouveraient entre 5 et 8 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Donc par exemple, un coureur de 75 kg s'entraînant en moyenne 2 heures par jour, 5 jours par semaine, devrait consommer 5 grammes par kilo de poids de corps fois 75 kg, soit 375 grammes de glucides par jour.
Pour des athlètes s'entraînant de manière encore plus intense, les apports en glucides peuvent augmenter jusqu'à 7 à 10 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Masson et Lamarche avancent un dosage optimal similaire, avec en moyenne 6 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Par exemple, pour un individu de 70 kg, cela reviendrait à 420 grammes de glucides par jour. La revue de littérature de Costa et collaborateurs en 2018 souligne que, depuis les années 2000, un consensus scientifique existe autour d'un apport quotidien optimal en glucides, pour des athlètes d'endurance, entre 3 et 12 grammes par kilo de poids de corps et par jour. Ces apports permettraient de répondre aux besoins de l'entraînement et de progresser. Le dosage est évidemment à moduler en fonction de la charge d'entraînement. Cette dernière équipe souligne aussi que plusieurs travaux menés sur des marathoniens élites kényans révèlent des apports en glucides dépassant les 10 grammes par kilo de poids de corps et par jour. En 2019, Vitalé et collaborateurs rapportent que 4 associations pour l'alimentation des sportifs, à savoir l'Académie de nutrition et de diététique, les diététiciens du Canada, le Collège américain de médecine du sport et la fameuse Société internationale de nutrition sportive, se sont accordés sur comment adapter ses apports glucidiques en fonction de son volume d'entraînement en endurance. Pour les personnes pratiquant avec une moyenne hebdomadaire d'environ 1 heure d'endurance légère par jour, il faudrait consommer entre 5 et 7 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Pour les personnes réalisant une moyenne hebdomadaire comprise entre 1 à 3 heures d'endurance par jour, dont des entraînements d'intensité modérée ou élevée, il faudrait consommer entre 6 et 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Pour les pratiquants d'ultra-endurance, comme ceux qui font de l'ultra-trail, avec une moyenne hebdomadaire comprise entre 4 et 5 heures d'entraînement par jour, dont des intensités modérées ou élevées, il faudrait 8 à 12 grammes de glucides par kilo de poids de corps et par jour. Il est parfois cru qu'une alimentation riche en glucides puisse être risquée pour la santé. Sur ce point, l'Académie de nutrition et de diététique, les diététiciens du Canada et le Collège américain de médecine du sport ont regroupé toutes les preuves scientifiques disponibles pour conclure si oui ou non ce risque était crédible. La conclusion de ces 3 organismes est que ni la quantité de glucides ni l'indice glycémique des repas n'affectent les risques pour la santé des sportifs, du moment que ces derniers sont cohérents avec les dépenses et les besoins des sportifs. En d'autres termes, consommer des repas riches en glucides ne semble pas, d'après ces organismes, spécialement risqué, tant que vos entraînements justifient ces apports élevés. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Maintenant, concernant les protéines. Vitalé et Guedzin en 2019 soulignent que les athlètes d'endurance, comme les trailers et les traileuses, ont souvent dénigré l'importance des protéines. D'après ces auteurs, ainsi que Costa et al en 2018, Masson et Lamarche en 2016 et Tiller et al en 2019, de manière générale, il est recommandé aux athlètes d'endurance de consommer entre 1,5 et 1,8 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Cependant, le trail et l'ultra-trail peuvent, selon les terrains de pratique, engendrer des sollicitations musculaires demandant des apports plus importants. Selon l'article de la Société internationale de nutrition sportive, donc Tiller et al en 2019, pour un trailer ou une traileuse avec des charges d'entraînement moyennes, les apports minimums en protéines pour un athlète seraient de 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour. Par exemple, un trailer de 75 kg s'entraînant régulièrement devrait consommer 120 g de protéines par jour. Cependant, les athlètes avec des besoins plus importants, avec des charges d'entraînement élevées et des contraintes musculaires prononcées. Donc par exemple, beaucoup de charges excentriques à cause d'un cycle ou une séance de travail en descente, un cycle de musculation ou une période avec beaucoup de dénivelé. Dans ces cas-là, ces athlètes peuvent augmenter ces apports. Il et elle pourraient aller jusqu'à un maximum de 2,5 g par kilo de poids de corps et par jour de protéines. Par exemple, un coureur de 75 kg dans une phase de préparation d'un ultra-trail avec de la musculation et des séances longues avec beaucoup de dénivelé pourrait aller jusqu'à un maximum de 190 g de protéines par jour.
Costa et Al en 2018 avancent que plusieurs études ont montré que des cyclistes élites du Tour de France et des marathoniens élites kényans consommaient entre 2 et 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Dans un autre Scientific Day, je vous reparlerai du mythe de la fenêtre métabolique qui nous incite à consommer des protéines dans les 30 minutes qui suivent une activité sportive, car ce mythe est loin d'être robuste scientifiquement. Différentes études ont montré que les protéines devaient être consommées régulièrement. Une seule prise aiguë, après une séance par exemple, n'est pas efficace, mais des doses réparties sur la journée le sont. C'est par exemple les travaux de Pearson et al. En 2022 et de Xia et al. En 2018. Donc concernant le timing d'ingestion des protéines, l'article de la Société internationale de nutrition sportive avance que consommer des protéines toutes les 3 heures minimum, sans dépasser les 20 grammes par prise, serait optimal. Vitale et Guedzin avancent aussi que 0,3 g de protéines par kilo de poids de corps toutes les 3 heures minimum est un optimal. Pour un individu de 70 kg, cela revient à des prises de 21 grammes espacées de 3 heures minimum. De plus, consommer des protéines peu de temps avant l'endormissement serait aussi une stratégie efficace pour favoriser la synthèse des protéines musculaires durant la nuit. Enfin, les athlètes ayant du mal à couvrir leurs besoins en protéines par le biais de l'alimentation quotidienne, normale, peuvent choisir de se supplémenter, par exemple avec des protéines végétales en poudre. Maintenant, concernant les lipides. Les différentes études que j'ai mentionnées jusqu'ici soulignent toutes que les lipides sont parfois relayés au second plan à tort. Les lipides disponibles représentent, avec les glucides, une source de production d'énergie considérable à l'exercice. Je vous détaillerai tout cela dans le Scientific Day spécifique à l'alimentation pendant un effort ou une compétition. S'il est vrai que pour les sportifs d'endurance, une alimentation riche en glucides et en protéines est associée à une amélioration des performances, les lipides ne sont pas pour autant à négliger. C'est ce qu'avancent Vitale et Guedzin en 2019. De manière assez imprécise, ces deux auteurs avancent que les apports en lipides doivent venir compléter les optimums en glucides et protéines pour atteindre tous ensemble, c'est-à-dire glucides plus protéines plus lipides, les calories journalières ciblées. L'article de la Société internationale de nutrition sportive est un peu plus précis. Tiller et Al avance que pour un coureur ou une coureuse avec des charges d'entraînement élevées, des apports en lipides entre 1 et 1,5 g par kilo de poids de corps et par jour semblent optimaux. Par exemple, un coureur de 75 kg s'entraînant régulièrement devrait consommer 1,2 x 75, c'est-à-dire 90 g de lipides par jour. Pour un athlète avec des charges d'entraînement élevées, les valeurs recommandées augmenteraient jusqu'à un maximum de 2 grammes par kilo de poids de corps et par jour de lipides. Donc par exemple, un coureur de 75 kg s'entraînant très intensément devrait consommer 2 x 75, c'est-à-dire 150 grammes de lipides par jour. Dans tous les articles cités, les auteurs parlent de la manipulation de la disponibilité des glucides. Sous ce terme un peu barbare se cachent en fait des pratiques que l'on connaît tous et qui visent à se priver, pendant plus ou moins longtemps, de glucides. On parle de privation de glucides périodisée pour des restrictions de glucides pendant quelques heures, donc par exemple des footings à jeun, et on parle de privation de glucides chroniques pour des restrictions sur du long terme, comme par exemple le fameux régime cétogène. Ces deux sujets étant vastes et demandant des revues de littérature à part entière, je ne les traite pas dans cet épisode. Je vous en ai déjà parlé dans 2 articles sur le site et 2 Scientific Day viendront spécifiquement traiter de ces questions. Ici, je vous présente un résumé rapide des conséquences de ces pratiques et je vous invite à consulter les articles dédiés et les Scientific Day dédiés pour plus d'informations. Concernant le régime cétogène, toute la littérature s'accorde sur son inefficacité, voire sa dangerosité. La très grande majorité des travaux démontrent une dégradation des performances à toutes les intensités de pratique en endurance. D'autres travaux tendent vers des risques pour la santé, sportive mais aussi générale à moyen et long terme. Concernant la privation périodisée, comme les entraînements à jeun ou les protocoles de type train-low, certains bénéfices mineurs seraient observables dans le très haut niveau. Il existerait aussi une augmentation des risques de blessures, de raids et d'immunodépression avec ce type de pratique régulière. Néanmoins, ces dernières seraient bien moins risquées que la privation chronique, à savoir le régime cétogène. Enfin, certains messages avancent l'importance de consommer des glucides en bonne quantité juste avant un effort. C'est par exemple le rôle que veulent jouer les boissons d'attente à consommer durant l'heure précédant un entraînement ou une compétition. Cependant, des études semblent montrer que la consommation de glucides avant l'effort, c'est-à-dire par exemple pendant les 90 minutes précédant le début d'une séance, pourrait avoir des conséquences délétères à la performance. Cela serait surtout vrai en cas de boisson à indice glycémique élevé et en cas d'effort de longue durée. En effet, consommer ce genre de boisson durant cette fenêtre diminuerait l'efficacité de la lipolyse, c'est-à-dire l'utilisation des
des graisses comme carburant et augmenterait les probabilités de subir une hypoglycémie pendant les premières heures de l'exercice. Les données disponibles sont rares, mais suggèrent que consommer des glucides rapides avant un entraînement de courte durée, par exemple 1 heure et demie maximum, serait pertinent. Cependant, avant un entraînement ou une épreuve de longue ou d'ultra-distance, cela ne serait pas utile. Les athlètes devraient alors faire leur maximum pour se trouver en euglycémie avant celle-ci, c'est-à-dire avec un taux de glucose dans le sang normal ou moyen. Concernant les apports hydriques, après un exercice, il est essentiel de se réhydrater afin de compenser les pertes hydriques dues à l'effort. Ces pertes peuvent être calculées approximativement en calculant la différence entre la masse corporelle avant l'exercice et celle après l'exercice. Cependant, pour rétablir complètement l'équilibre hydrique, la littérature a montré qu'il fallait consommer légèrement plus de liquide que celui perdu. Les études mentionnées dans la revue de Tiller et al. Suggèrent que consommer 150% de ces pertes hydriques plutôt que 100% serait favorable pour rétablir cet équilibre, mais que des volumes encore plus élevés, par exemple 200%, n'avaient pas de bénéfices supplémentaires. De plus, il semblerait que les meilleures techniques de réhydratation post-exercice soient celles qui ajoutent du sodium au liquide, à des teneurs approchant la concentration de sodium dans la sueur. La teneur en sodium des boissons commerciales pour sportifs, qui sont entre 460 et 575 mg par litre, ou d'eau avec des minéraux comme une Rosana, pourrait suffire. Au quotidien et de manière plus générale, étant donné la sensibilité et la fiabilité de la sensation de soif chez l'homme pour indiquer une déshydratation, les grandes différences qui existent dans la rétention d'eau et dans son absorption par d'autres voies, par exemple l'alimentation, les auteurs de cet article trouvent raisonnable de recommander de boire à sa soif au quotidien. De plus, les affirmations selon lesquelles il faudrait se surhydrater régulièrement pour rincer les reins ou éliminer les toxines du sang n'étant à ce jour pas supportées par des évidences scientifiques, et une surhydratation entraînant une diminution des concentrations en électrolytes, donc un risque d'hyponatrémie ou d'insuffisance rénale dans le pire des cas, ces stratégies seraient à éviter. Maintenant, concernant les compléments alimentaires. Parmi les travaux que j'ai cités jusqu'ici, Tiller et al. En 2019 et Vitale et Ghezza en 2019 abordent brièvement la question des compléments alimentaires. Cependant, ces équipes soulignent que toutes les études sur le sujet sont peu nombreuses. Tiller et al. En 2019 souligne qu'à ce jour, presque aucune étude ne suggère que se supplémenter en vitamines ou minéraux est nécessaire ni efficace pour améliorer sa récupération ou ses performances. Vitale et Ghezza en 2019 avancent qu'une alimentation riche en légumes contenant des nitrates pourrait être intéressante. Il s'agit par exemple des épinards, des betteraves ou de la laitue. Concernant les antioxydants, que l'on retrouve par exemple dans le thé vert, les baies ou encore les légumes verts foncés, ces mêmes auteurs concluent que leurs bénéfices ne sont pas évidents. Les athlètes pourraient vouloir les éviter avant et après les entraînements pour maximiser les processus adaptatifs. Ils pourraient également vouloir en consommer en plus grande quantité les jours précédant une épreuve sportive. Cependant, ces derniers pourraient ne pas avoir d'effet notable. Enfin, la consommation épisodique de probiotiques et surtout de lactobacillus et de bifidobacteria pourrait contribuer à réduire les troubles gastro-intestinaux pendant les entraînements et les compétitions. Elle pourrait aussi réduire les risques d'infection des voies respiratoires supérieures, comme des angines et des sinusites. En conclusion, les différentes études citées avancent que les athlètes s'entraînant pour des distances longues ou ultra-distances ont souvent une charge d'entraînement élevée. Les besoins nutritionnels engendrés par cette charge doivent être comblés à travers une alimentation adaptée. Cependant, la majorité des athlètes de trail, d'ultra-trail et de course à pied ne s'alimenteraient pas de manière optimale. D'après les articles cités, les besoins caloriques quotidiens peuvent aller de 2000 kcal à 5400 kcal en fonction du sexe, de la charge d'entraînement, du poids, du pourcentage de masse grasse, etc. Les auteurs proposent qu'au quotidien, et pour ces mêmes athlètes, il serait optimal de consommer 6 à 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps par jour, 1,6 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour, en fonction de l'intensité du travail musculaire du cycle, et à raison de 20 grammes maximum par prise espacée de 3 heures minimum, et 1 à 1,5 grammes de lipides par kilo de poids de corps et par jour. Les stratégies de privation totale des glucides comme le régime cétogène seraient à éviter, et celles d'entraînement sur des réserves à glycogène basses seraient à utiliser avec prudence et parcimonie. La consommation de haute dose de glucides pré-entraînement ne semble pas optimale, et un niveau normal de glycémie avant une séance serait dans la grande majorité des cas suffisant. Après un entraînement, consommer 150% du volume d'eau perdu durant la séance serait optimal. Une boisson contenant entre 460 et 575 mg de sodium par litre semble encore plus efficace pour retrouver un équilibre hydrique.
Pour comparaison, cela correspond à une bouteille d'1 litre de Rosana. Au quotidien, boire à sa soif serait le plus adapté en évitant toute stratégie de surhydratation inefficace, voire risquée. Enfin, la consommation de compléments alimentaires ne semble pas avoir démontré de réels bénéfices dans la littérature. Les aliments riches en nitrates et en antioxydants pourraient avoir quelques effets intéressants, et la prise de probiotiques pourrait aider à réduire les troubles gastro-intestinaux à l'effort et les infections des voies respiratoires supérieures. Sur l'article associé à cet épisode, vous retrouvez un tableau qui résume les recommandations de Thieler et al. En 2019. Vous y trouverez leurs conseils en termes de calories et de macronutriments pour des pratiquants de trail, d'ultra-trail et de course à pied, en fonction de différents paramètres. Ce tableau est assez complet et résume tout ce que je vous ai expliqué dans cet épisode. Et j'ai également pour vous une petite surprise. Sur l'article en ligne, vous retrouverez un lien vers un classeur Google Sheet qui donne les grammes en macronutriments en fonction de votre poids. Le calcul qui est présenté est divisé en 3 valeurs cibles, à savoir la borne basse, la moyenne et la borne haute de chacune des recommandations qui sont avancées dans la revue de littérature de Thieler et collaborateurs en 2019. Vous pouvez télécharger ce classeur sur votre ordinateur et le modifier ou l'utiliser comme vous le souhaitez pour estimer vos besoins. Évidemment, tous ces conseils ne remplacent pas l'avis d'un médecin nutritionniste. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur l'alimentation au quotidien quand on pratique du trail, de l'ultra-trail ou de la course à pied. J'espère que son contenu vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre ce que votre assiette doit contenir pour maximiser vos progrès. Et s'il n'est pas forcément nécessaire de vérifier méthodiquement chacune d'entre elles, y accorder une importance de temps en temps pour s'assurer de leur équilibre me semble pertinent. J'ai hâte de vous présenter la partie 2 de cet épisode avec mon invité expert de la thématique, Julien Louis. Il est chercheur en nutrition et physiologie de l'exercice, mais aussi nutritionniste de l'équipe cycliste professionnelle Décathlon AG2R et du Paris FC. À très bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.